Allô. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi. Nous sommes le 26 mars 2014. Je vous remercie si tout est ok au niveau du son et de l'image. Je vais commencer rapidement. Désolé pour ce retard. En plus, ce sera un live largement écourté puisque dans même pas une heure, je vais partir du côté de Paris à la soirée DJ Market, la nuit du trading. Désolé cette semaine, hein, pour le moment, ça n'a pas été top. Ceci dit, j'ai bossé sur pas mal de trucs, donc eh bien, je fais ce que je peux. Enfin, je fais ce que je peux. Phil qui me dit son ok. Merci Phil. Son image ok. Merci Cédric également. Alors, cette émission s'appelle Trader Ensemble Live. L'idée est de partager nos points de vue, nos avis, nos prises de position. En aucun cas des conseils d'investissement ne sont divulgués dans le cadre de cette émission. Moi je trade avec un compte réel, un compte mutualisé d'une valeur de 101 056 € actuellement. Et vous pouvez suivre les résultats de ce compte à tout moment en cliquant sur le lien résultat au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Il s'agit d'un compte réel, donc avec un gros client notamment et un petit peu d'argent à moi. Si vous choisissez de me suivre ou d'écouter l'avis d'une personne dans le cadre de cette émission, cela incombe de votre responsabilité. Cela n'engage que vous. Pour ma part, je ne fais que donner mon avis. Alors, pour participer, vous avez le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Pour ça, eh bien, pas besoin de vous inscrire, vous entrez un pseudo votre message et je le prends régulièrement. Vous pouvez également participer par audio via Mumble, qui est un chat audio. Il vous suffit d'avoir un micro. Vous avez le lien Mumble, M-U-M-B-L-E en bleu ciel, en haut à droite du cadre de diffusion de cette émission. Tout est expliqué normalement sur le forum pour nous rejoindre. Vous pouvez également ajouter sur Skype, vous savez mon adresse Skype en haut à gauche, je vous la mets également sur le chat écrit. Fabien Web, tout attaché. Vous pouvez m'appeler à tout moment au cours de l'émission, vous êtes les bienvenus. Ça a même un intérêt certain puisque cela permet d'échanger, vous partagez votre écran via Skype, etc. Je viens de fermer le live de Fab, ne voyant rien venir des crédits. Ouais, bah désolé. Bonjour à vous. Quelques vidéos VSA. Alors qu'est-ce que tu entends par VSA, Japa King? Bon, en tout cas pour le moment, je suis vendeur sur l'euro-dollar avec 5 mini lots. Ça bouge étonnamment très peu cet après-midi. Donc pas grand chose à signaler. Dollar yen est plutôt en baisse, alors je vais les étudier de manière séparée. Voilà, bon euro-dollar ça hésite. Dans l'ensemble, là, à part le câble qui est un peu décalé à la hausse, là, ça hésite pas mal. Cette nuit j'ai tradé, étonnamment. J'ai tradé depuis mon PC portable. Et je pris une petite position sur le dollar yen en voulant trader un peu l'ouverture des marchés asiatiques. Bon, c'était pas top, mais c'était positif. C'est le principal. Donc ce jour j'ai un gain de 65 €, ce qui veut dire 0,06%. Donc là on va voir dans l'heure qui reste ce que je suis capable de faire. Bonjour Paris, bonjour TradeMat. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai pas d'idée précise. Je vous propose d'aller voir ce qui se dit à droite à gauche pour coller à l'actualité. Nuit du trading live. Ah bah, je crois que la nuit du trading sera diffusée en direct du côté de chez IG. Donc pour ceux que ça intéresse, en tout cas je vois un lien YouTube qui s'appelle comme ça. Je vous laisse le lien sur le chat écrit. Voilà. Alors pour ma part, Candy Crush tiens, qui débarque à Wall Street, on écoute ce point de vue du côté de BFM Business. Avec des bonbons qui pourraient bien valoir de l'or. Oui, King, le créateur de l'incontournable Candy Crush, doit s'introduire en bourse cet après-midi. Il s'attend à une valorisation autour de 7 milliards de dollars. Tout est basé sur un simple jeu mobile qui a su rendre accro 500 millions de joueurs. Anthony Morel.
plus addictif qu'un paquet de M&M's, pourtant ces bonbons-là sont virtuels. Sacré tour de force qu'ont réalisé les créateurs de Candy Crush. Un jeu d'une simplicité désarmante, aligner des bonbons dans une sorte de Tetris nouvelle génération. La difficulté est graduelle, parfaitement équilibrée, de façon à ce que vous retentiez votre chance dès que vous perdez. C'est la clé du modèle économique. Le téléchargement est gratuit, mais si vous perdez plusieurs fois de suite, vous avez deux options. Patienter une demi-heure ou bien accepter de lâcher quelques euros pour avoir des vies supplémentaires. Le pourcentage de joueurs qui paient est relativement faible, mais sur un demi-milliard d'accros, les recettes s'accumulent vite. 1 million de dollars par jour pour l'éditeur King, récolté à coup de micro-achats d'impulsion dans votre bain ou en attendant le métro. Elle est là la force de ce jeu, une alchimie délicate et complexe qui nous pousse à enchaîner les parties comme on gobe les fraises Tagada, encore et encore, jusqu'à l'écœurement. Voilà donc le point réalisé par BFM Business sur King.com. Alors, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas d'argent à investir, mais si je veux faire quelque chose, je le vendrai, puisque la capitalisation c'est plus de 7 milliards. Je pense que Candy Crush est un effet de mode, et ce type de jeu, c'est vraiment des effets de buzz, quoi. Donc t'as un gars qui va sortir un jeu, ça va cartonner, et je pense pas que ce soit vraiment une entreprise et un savoir-faire précis. C'est plus une idée, pour moi, hein, c'est comme ça que je le vois. Après, certes, King.com, du coup, avec tout l'argent qu'ils vont lever, ils vont sûrement embaucher des mecs super bons, des gars qui ont de la bonne inspiration et tout. Moi, j'y crois pas à ce prix-là. 7 milliards et quelques. Je pense que si j'avais quelque chose à faire sur ce titre, ce serait le vendre à découvert. Voilà, votre point de vue peut être intéressant également. Merci pour l'info, Fabien, disait Cédric. Ça commence à quelle heure? La Nutrix à 18h. Moi, je vais partir à 16h. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route. Normalement, je suis à Bretigny, c'est à 40-45 minutes de Paris, mais avec les bouchons, tout change. Mais ceci dit, à 16h, les gens sont pas encore sortis du bureau. J'espère, on verra. Donc exactement, la nuit du trading. Là je savais même pas si j'allais passer en direct. Je me suis dit, non mais, c'est pas sérieux. Je dis que je passe, même si c'est court. C'est la moindre des choses. Alors, la nuit du trading, voici. Et donc ça commence à 18h, de 18h à 19h, avec un point de marché. Petite vente là sur l'eurodoll, enfin petite baisse là sur l'eurodoll. On va voir si je suis capable de prendre mon bénéfice. Ok. On va continuer à prendre l'information sur ce qui se dit à droite à gauche aujourd'hui. Voyons, qu'est-ce que nous avions? Alors Philippe Béchal qui s'exprime à propos de la BCE ce jour. Coffee Noga présente Bismart. Bonjour, j'ai pris un prêt Coffee Noga avec le service flexibilité Bismart pour rénover ma salle de bain. BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Et oui, c'est notre face-à-face comme tous les matins aujourd'hui entre Cédric Chabou et Philippe Béchade. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Cédric Chabou, président de SPGP, Philippe Béchade, rédacteur en chef à la chronique Agora et le Pitbull, puisque c'est comme ça que vous vous surnommez dans vos chroniques sur Internet. Messieurs, le CAC qui progresse encore très confortablement, plus 0,8 aujourd'hui, plus 1,5 hier. Cédric, on est dans un simple rebond technique, une nouvelle fois, où on entame une véritable tendance à la hausse. Là, comment vivez-vous cette hausse entamée hier et qui se poursuit aujourd'hui sur les marchés ? On est plutôt à la contradiction de pressions ukrainiennes qui sont relativement fortes et un risque politique, et d'un autre côté des facteurs macroéconomiques qui s'améliorent avec des PMI, même si tout le monde semble déçu qu'ils ne montent pas de mois en mois, mais qui sont quand même dans une phase d'expansion avec des bonnes nouvelles sur la France. Et c'est vrai que le marché est tiraillé à la hausse par ces bons résultats macroéconomiques, par une microéconomie qui est de plus en plus bonne,
et puis par ces risques politiques. Et donc on est dans un jeu de vase communicant, risk on, risk off, et c'est vrai que le marché est plutôt très volatile. Nous on a plutôt une tendance haussière qui se libère avec des points techniques qui ont été un petit peu cassés, et on va revoir rapidement à notre avis les sommets qu'on avait eus depuis le début de l'année pour après de nouveau à mon avis regarder comment la crise russe évolue et si elle se tasse, ce qui devrait être le cas, ouvrir une perspective plutôt haussière sur le CAC dans les mois qui viennent. Donc le yo-yo va se poursuivre, mais à chaque fois la belote va monter de plus en plus haut, tout en continuant le yo-yo. Vous voyez, les points bas sont de moins en moins bas, et on se resserre sur un canal qui est plutôt haussier. Voilà, mettons un effet cliquet en quelque sorte. Exactement. Donc c'est toujours très dur à juger la somme des plus et des moins. On voit aujourd'hui Obama qui va reparler de nouveau sur l'Ukraine, sur la Russie, sur le G8. Est-ce qu'on va marginaliser ou pas la Russie? Tous les risques sont quand même là de quelque chose qui peut s'envenimer relativement rapidement. Donc moi c'est toujours très difficile de se positionner dans ces marchés. C'est pour ça que vous voyez que les investisseurs hésitent très fortement à la hausse et à la baisse. Et vous-même, vous estimez qu'il est urgent de ne rien faire là sur les marchés, d'attendre, de laisser passer le train? Alors nous, on a la chance de pouvoir utiliser les options. Donc on est plutôt chargé des stocks fondamentaux qu'on aime bien pour de la micro. Par contre, on a acheté toute une série de puts pour nous protéger en cas de retournement violent du marché. Voilà, et on pense que s'il a lieu, il se fera dans les semaines qui viennent. Donc une maturité fin avril est intéressante parce qu'on devrait y voir plus clair dans les semaines qui viennent, et ça va permettre le marché soit de prendre une direction haussière, ce qu'on estime une probabilité relativement forte, soit vraiment une baisse assez violente de 5 à 10% minimum sur l'Ukraine qui s'envenimerait. Et vous nous disiez tout va se jouer en avril. Il faut dire qu'en avril, il y aura aussi les publications des entreprises qui vont nous donner une meilleure visibilité sur leur état de santé. On va y revenir tout à l'heure, Cédric. Pour l'instant, là, ce qui fait monter les marchés, c'est aussi la perspective d'une action de la BCE. Philippe Béchade, Jens Weidmann, le patron de la Bouba, a lui-même dit hier qu'il n'excluait pas un QI en Europe, qu'il n'excluait pas non plus des taux de dépôt négatifs. Est-ce que du coup on peut espérer une action de la BCE dans sa prochaine réunion, la semaine prochaine? Oui, splendide opération de com hier. Alors ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que je me suis amusé à comparer la courbe du dollar et la courbe du CAC et de l'Eurostoxx. Et je ne sais pas par quelle prescience, mais avant que le gouverneur de la Banque centrale tchèque s'exprime, puis M. Jens Weidmann, il y a eu des poussées haussières sur les indices européens, un quart d'heure, 20 minutes avant que ces éminents personnages s'expriment. Alors en ce qui concerne la hausse qu'on observe depuis 48 heures, évidemment hier matin il n'y avait aucune raison que le CAC prenne 0,5, 0,6, puis 1, 1,20, 1,30, 1,60. On est clairement dans l'anticipation d'un geste de la BCE. Mais on est constamment dans l'anticipation d'un geste de la BCE. Sauf que cette fois, la Bouba change de discours. Ça, c'est un véritable événement. C'était la Banque centrale la plus orthodoxe. Elle est en train de nous dire qu'un QI est possible. Ça fait 2 ans que la BCE nous pilote à coups de verbes magiques. Elle n'a jamais rien fait. Abaissant légèrement le taux de 25 points de base en novembre dernier, ce qui n'a eu aucun retentissement d'aucune sorte sur la croissance ou l'inflation. C'est 0. Et là, on nous dit qu'on pourrait effectivement injecter. Mais on va injecter pourquoi? Pour empêcher que se développe le syndrome déflationniste. Mais regardez ce que la Banque centrale du Japon a injecté depuis 20 ans. Regardez les milliers de milliards qu'a injecté la Fed depuis 2009. Est-ce que cela a seulement empêché l'inflation de glisser vers 1, 0,8, 0,7, ça n'a aucun effet. Si, ça a un effet sur leur devise pour le coup. Et pour le coup, l'Europe a besoin de faire baisser l'euro. Et on a vu l'euro reculer depuis. Mais il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Qu'est-ce qu'on a attendu? Tout le monde sait bien que l'euro constitue un handicap. Donc si on n'a rien fait depuis des mois et des mois, c'est qu'il doit y avoir une autre raison. Et M. Draghi, je pense qu'il retarde l'échéance au maximum. Maintenant, globalement, si la BCE se met à injecter, après deux ans où elle n'a effectivement pas suivi la voie ouverte par la Fed et la Banque centrale du Japon, si elle se met à injecter, ça va faire quoi? Ça va rajouter de la liquidité dans le système. Aujourd'hui, la Fed est en train de l'éponger. Enfin, elle resserre le robinet, elle n'est pas encore à éponger. Elle resserre le robinet. La Banque centrale du Japon continue d'injecter, alors elle a flux continu. C'est une vraie lance de pompier. Si la BCE s'y met, on remet de la liquidité dans l'ensemble du marché et on va regonfler à nouveau des bulles.
Les PER sur le Russell 2000 sont à 50. 49. Et sur les biotech, on est à 60. Donc il est vraiment urgent d'injecter de l'argent dans le marché qui n'est pas cher. Cédric, vite. Cédric Chabou, ce serait une erreur de la part de la BCE de passer à l'acte? Non, moi je pense que je suis assez d'accord avec Philippe là-dessus, c'est qu'ils auraient dû le faire depuis longtemps. On arrive un petit peu tard là-dessus. Et en tout cas, pour le marché action, c'est ce que nos investisseurs vont regarder, ça va être très favorable. Je suis d'accord qu'on peut s'étonner, s'imaginer que d'un point, il y a une grosse décorrélation entre les performances des marchés et puis la réalité macroéconomique, et on est très en avance là-dessus, c'est vrai. Mais quand même, il faut se remettre en perspective. Si on arrive dans ce quantitative easing, on aura une baisse de l'euro qui sera relativement forte et qui va relancer l'économie. Et on aura aussi beaucoup de liquidités qui vont arriver. Et tout ça, ça va être très favorable aux actions. L'allocation obligataire aujourd'hui est au taquet, il n'y a plus rien à en tirer, les taux sont compressés à zéro. Donc la totalité de cet argent va aller nourrir le marché action. Et c'est là-dessus que nous, on pense qu'on va avoir des performances qui vont être exceptionnelles sur le marché action cette année en Europe. Et qu'il est grand temps de se positionner à zéro quasiment depuis le début de l'année en performance. Ouais. Et c'est ce pourquoi, même s'il y a des chocs, ça veut dire mieux qu'en 2013? C'est difficile à prédire. On ne fait pas de prédiction à moyen terme sur l'Eurostock ou sur le CAC. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de voir les facteurs de conjonction. C'est des PMI qui sont de nouveau positifs. C'est un afflux de liquidités important. Et c'est de la microéconomie qui repart. Et donc, l'ensemble de ces trois facteurs fait qu'on risque d'avoir des performances qui sont bien surprenantes. Parce que personne n'est positionné encore dans ce marché action. Tout le monde est très attentiste sur les problèmes russes. Et on risque d'avoir une accélération qui sera surprenante pour la plupart des investisseurs et qui vont courir après le papier. Ouais, donc ça c'était le point réalisé par Philippe Béchat, donc sur BFM Business. Toujours vendeur sur Rodol, mais vraiment pas de mouvement, hein. 15h41 là. On reste dans les zones qu'on a déjà travaillé. On va aller voir du côté des publications, du côté de Forex Factory. On va voir si on avait des choses à attendre ce jour, mais a priori pas grand chose. Non, il y avait des nouvelles par rapport à l'économie américaine à 13h30. Ça c'est toujours à 13h30, ça a toujours pas décalé l'heure là. C'était les commandes de biens durables, elles sont tombées conformes aux attentes, et sinon cette nuit il y aura des nouvelles importantes, donc la balance commerciale par rapport à l'économie néo-zélandaise. Voilà. Alors, ça on avait vu. Salut Fab, salut Saucic, comment vas-tu? Coupé à 20 points de profit sur l'euro-yen pour Saucic, bravo à toi. Saucic qui disait, Japacking, t'as tout expliqué sur le VSA. Ici et sur Google, tu trouveras pas mal de choses, mais en anglais. Alors, ceci qui laisse un lien. Le VSA, c'est quoi? C'est un système de trading, une stratégie? Moi, je crois que j'utilisais un truc, c'était TGI ou un truc comme ça. Une stratégie là, qui avait, donc la file de discussion était particulièrement active du côté de Forex Factory. Donc là voilà le lien que nous partageait Saucic. Hello all, I'm sorry I haven't been on the chat or here much these past few months. As usual, I've been finishing the VSA trainer, snake peek attached. Thanks to all those that been helping with beta testing and offered suggestions along the way. Ok. Donc ça on avait, voilà, donc c'est une méthode de représentation graphique qui indique a priori des signaux. Donc si tu peux nous en dire plus, des niveaux de support et résistance également, ça peut être intéressant, c'est assez coloré. En tout cas,
Il y a une longue description, ça a l'air assez complet. Ça réagit bien sur le forum de Forex Factory. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, ça décale à la baisse du côté du dollar yen, ça bouge pas des masses du côté de l'eurodoll, ni des autres paires d'ailleurs, si ce n'est le CAC qui est légèrement en impulsion haussière. Je continue à prendre de l'info. Alors que les marchés actions effectivement sont toujours bien orientés. Ici on a accès au Dow Jones qui décale dans un premier temps à la hausse avec l'ouverture, mais qui corrige désormais. Donc voilà où on en est, ouverture sur le gap haussier et phase de correction actuellement. Du côté de l'Eurostock 50, on reste sur une dynamique clairement haussière, donc il y a une décorrélation entre les marchés européens et américains a priori, ce qui est intéressant. Et du côté du CAC 40, eh bien, on est sur une dynamique clairement haussière, on est proche des précédents plus hauts qu'on avait marqués il y a quelques semaines maintenant, lors des assauts haussiers de fin février. Donc le Forex est assez calme, alors que les marchés actions, eux, sont en activité. Ceci qui disait, Yepfab, disons que c'est une approche assez complète de voir le marché, mais vraiment pas évident au début, surtout que 95% des bons conseils sont en anglais. C'est basé sur le price action, l'offre et la demande et les ticks volume grosso modo, disait Sosic, très bien. Alors. Jean-Luc Cussac dans Magic Trader qui était ce jour face à Christophe Dembic, tiens. Christophe Dembic qui a été recruté par Saxo Bank, qui était responsable du site forex.fr. C'est très intéressant de le voir en match des traders. On écoute ça. Bonjour, j'ai pris un prêt Coffee Noga avec le service flexibilité Bismart pour rénover ma salle de bain. Avec Bismart, je peux adapter mes mensualités. BFM Business, intégral placement. Le match des traders. Ils sont là comme tous les matins, nos deux traders du jour, pour vous aider à naviguer sur les marchés. Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. On vous retrouve depuis Perceval Finance avec vous aujourd'hui Christopher Dembic. Bonjour Christopher. Bonjour à tous. Depuis Saxo Bank, Christopher Dembic. Christopher, le CAC 40 transforme l'essai. On a déjà gagné 1,6% hier et ça continue aujourd'hui. On gagne presque 1% encore, 1% supplémentaire, 4384. Jusqu'où ira cette hausse d'après vous ? Alors à l'heure actuelle, on est quand même sur une tendance haussière pour le CAC 40. On a eu un marché qui a été soutenu par les propos de plusieurs membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, notamment le gouverneur de la Banque centrale slovaque qui a affirmé que la BCE étudie de nouvelles mesures de soutien pour lutter contre la déflation. On a eu aussi monsieur Mario Draghi qui a affirmé que la crise est loin d'être terminée. Et autre point, c'est quand même le patron de la Bundesbank qui a déclaré que la BCE effectivement réfléchit à de nouvelles mesures. Donc tous ces points ont soutenu la hausse sur le CAC 40. Et évidemment, comme vous vous en doutez, l'évocation de rachat d'actifs bancaires est considérée comme une très bonne nouvelle par le marché. On a eu également des statistiques qui ont un peu joué sur la tendance. C'est notamment le moral des ménages américains aux États-Unis qui atteint son plus haut niveau depuis la récession. Donc on était à 82,3 en mois de mars. Ce sont différents points qui ont vraiment soutenu la tendance et on est donc d'un point de vue technique sur une belle hausse pour le CAC 40. On est sorti du range des 4270, 4350. À l'heure actuelle, on se dirige vers les 4385 points dans un premier temps. Il faudra faire attention à la résistance des 4410 points. Mais au-delà, c'est vrai qu'on se dirige vers des plus hauts annuels pour le CAC 40. 4410 points, donc premier objectif à la hausse pour ce CAC. Jean-Louis Cussac, le CAC qui fait mieux que rattraper ses pertes du début de semaine. On sent quand même qu'on est dans des phases de yo-yo permanentes. On avait beaucoup reculé ces derniers temps, maintenant on repart à la hausse. Quand la corde du yo-yo finira-t-elle par casser d'après vous ? Je pense pas tout de suite. En tout cas, si vous voulez, le message reste toujours le même. Il y a pas de quoi anticiper une très forte hausse, très forte baisse. Ça fait des mois qu'on stabilise. Donc là, on a une phase plutôt favorable. C'est vrai que
les rumeurs de planche à billets en Europe dopent un peu les marchés. Encore une fois, c'est ce que tout le monde en pense. Hein. C'est vraiment des artifices, toujours pareil, des artifices. Les incertitudes politiques, économiques, sociales sont au maximum, et c'est pour ça que le marché, reste comme ça dans l'hésitation, en se disant qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Alors quand évidemment il y a des mouvements, ça crée des intérêts acheteurs parce qu'il faut coller un peu au marché, notamment je pense aux gestions, etc., qui peuvent pas se laisser distancer et qui doivent en même temps garder une grande prudence et des liquidités nécessaires à pouvoir acheter sur des replis. Alors là, en intraday, tant qu'on est au-dessus de 4345, évidemment, on est du bon côté. Il y avait un premier niveau déjà qu'il fallait franchir pour s'éloigner du danger, c'était 4285, 4305 pour passer neutre et aller chercher 45, et là au-dessus de 45, donc ce matin on a ouvert avec un gap à la hausse, là il y en a un, et on l'a pas encore comblé, on est venu juste un peu au-dessus sur le cash, je parle. Donc il y a, sur le futur c'est pas le cas, mais on a quand même une petite pression sur tous ces vendeurs à découvert qui s'étaient dit qu'avec l'Ukraine ça allait mal se passer, notamment sur les dernières nouvelles que nous avions eues. Mais bon, voilà, comme il se passe rien, le marché remonte, cette pression est là, et le target de la journée, si vous voulez, pour moi c'était 4385. Donc là, je crois qu'on en ce moment. Donc là, si vous voulez, on vend sur ce niveau pour essayer de tenter de racheter. Alors on vend pas découvert, on vend ce qu'on a acheté pour essayer de racheter vers 65, par exemple. Là, je suis placé à l'achat sur repli dans cette zone de 65. Et puis on va comme ça travailler encore des écarts. Alors en effet, 4410, c'est le niveau objectif suivant, et ensuite c'est 4430. Bon, vous êtes d'accord en tout cas sur le prochain objectif à la hausse, tous les deux, 4410. C'est assez rare de voir nos traders s'accorder sur ces seuils. Tiens, un mot de l'euro-dollar aussi, Christopher Denbick, c'est l'autre événement de la semaine, l'euro qui repasse sous le dollar 38. C'est le cas ce matin, $37,96. Voilà, effectivement, donc on a eu comme une grande phase d'hésitation au niveau de l'euro-dollar. Le marché s'attendait majoritairement à ce qu'on atteigne les 1,40. Ça n'a pas eu lieu pour l'instant. Et donc là, on est plutôt dans une phase de baisse, notamment liée essentiellement aux propos qui ont été tenus hier par des membres de la BCE. On risque d'avoir certainement sur le très court terme aujourd'hui un test autour des 1,3750. Il faut rappeler qu'hier, ce niveau avait plutôt bien résisté, mais on est quand même sur une orientation de court terme qui est baissière pour l'euro-dollar. On a plusieurs risques, la BCE, le risque de déflation qui sont à prendre en compte, et également évidemment toujours les mêmes risques, c'est-à-dire les inquiétudes sur la croissance économique chinoise ou encore des indicateurs américains un peu mitigés. Donc ces différents éléments conduisent à ce que l'euro soit plutôt dans une phase baissière de court terme pour l'instant. Et c'est tant mieux pour nos exportateurs au passage. Merci Christopher. Christopher Denbick depuis Saxo Bank. Jean-Louis Cussac, vous restez avec nous Jean-Louis, puisqu'on va évoquer dans un instant la valeur du jour. Ok, donc ça c'était le point avec notamment Christopher Denbick qui était avant responsable du site forex.fr. On l'a retrouvé notamment dans des conférences, etc. Alors sur le chat écrit, JM Finance Trading qui donnait l'adresse vers son site. Ça on avait vu. Special Transaction d'après l'annonce, on avait vu. Alors ceci qui vend l'or à 1305, qui casse sa dernière zone de demande, donc zone de support. Ceci que... ok, et ça sera une position pour du swing ou pour de l'intraday? Croissance britannique, la potion magique, on écoute le point de vue de Xerfi à propos de la croissance britannique qui est bien repartie ces dernières années. Le Royaume-Uni vit-il un nouvel âge d'or? À la lecture des comptes nationaux, peu de doute. 2013 a été une année de croissance forte, les performances trimestrielles s'approchant, voire dépassant, les 3% en rythme annualisé. Autant dire que la zone euro est surclassée avec une pointe à tout juste 1,3% en cours d'année.
La conclusion semble s'imposer. Le gouvernement britannique a trouvé la potion magique de la relance face à une Europe embourbée. Avant de poser définitivement ce diagnostic, il convient de s'attarder aux 2 points fondamentaux. 1. Les niveaux d'activité. 2. Les composants de la croissance et leurs déterminants. Les niveaux d'activité d'abord. Car à trop se concentrer sur les chiffres de croissance, le risque est bien de se laisser aveugler par l'illusion d'optique du dernier point. Et là, 2 constats s'imposent. Le premier, le Royaume-Uni n'a toujours pas restauré son niveau de PIB d'avant-crise. Il en est encore éloigné de 1,5% environ. Le second, la zone euro, fait moins bien, certes, mais n'est pas décramponnée. Elle est à moins de 3% de son pic. À défaut d'être identiques, les performances sont donc comparables entre les 2 blocs 5 ans après la crise. Les composants de la croissance maintenant, car c'est d'eux dont dépend sa soutenabilité. La consommation des ménages, la construction, la dépense publique sont les 3 grands contributeurs du PIB. Une surprise quand le discours officiel reste du sang, du travail, des larmes et de la sueur. La politique de la Banque centrale d'Angleterre est au cœur de ce paradoxe. Une politique de quantitative easing ultra agressive qui fait passer la taille de son bilan de 6,5% du PIB avant récession à 26% en 2013. Un soutien massif à l'économie accompagné d'une politique des taux bas qui a profité aux ménages dont l'endettement est en hausse. Un crédit qui a boosté l'immobilier dont les prix sont repartis à vive allure, plus 9,2% sur les 12 derniers mois, et ne sont plus qu'à 3,4% seulement de leur sommet historique. Dans un pays où l'effet richesse immobilier est l'un des plus puissants au monde, c'est un sérieux coup de pouce à la consommation. Une reprise portée par la consommation, elle-même tirée par la formation d'une bulle dans l'immobilier. Voilà de quoi relativiser le miracle anglais et expliquer la persistance du déséquilibre commercial. Un bémol qui ne doit pas pour autant voiler certains points forts du redressement britannique, car le gouvernement a joué sur 2 tableaux. Il a doublé sa stratégie de soutien à la demande d'un renforcement de l'attractivité fiscale. Résultat, le Royaume-Uni est en passe de réussir un véritable comeback industriel. Des secteurs se réveillent. C'est le cas de l'automobile, qui sans retrouver ses performances passées, renaît de ses cendres. Sa production a été multipliée par 2 depuis son point bas. Idem aussi de l'aéronautique, en hausse de 47%. Surtout, en conjuguant stratégie de l'offre et de la demande, le gouvernement britannique a réussi le tour de force de faire remonter les taux d'utilisation des capacités de production, repasser au-dessus de sa moyenne de long terme. Il peut donc espérer enclencher un nouveau cycle d'investissement. Et si ce pari réussit, les éléments d'une reprise durable seront alors réunis. Moins le fruit d'un miracle, au final, que d'un grand pragmatisme. Ok, donc ça c'était le point réalisé par Xerfi. Bon, bien sûr, l'eurodoll toujours vendeur, on est au point d'équilibre. Je vais chercher un point de sortie, puisqu'il se fait tard. Enfin, il se fait tard, il est bientôt 16h, l'heure à laquelle je pars à Paris. Je sais pas qui est-ce que je verrai à Paris ce jour. Écoutez, DJ, la soirée DJ. Alors, ceci qui est précisé par rapport à sa vente sur l'or, qu'il a un stop à 0 et que c'est un trade intraday avec 1297 en objectif. N'hésitez pas vous aussi à partager vos prises de position ou d'écrire ce que vous avez fait au long de cette journée. Alors que le président chinois Xi Jinping était à Lyon pour un dîner. Marc Fiorentino ce jour, pour relancer la croissance, il faudrait réduire les inégalités. On écoute son point de vue, c'était au micro de BFM Business. Coffee Noga présente Bismart. Bonjour, j'ai pris un prêt Coffee Noga avec le service flexibilité Bismart pour rénover ma salle de bain. Avec Bismart, je peux adapter mes mensualités quand j'en ai besoin. Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business.
Mais tout de suite donc, on retrouve Marc Fiorentino. Bonjour Marc Fiorentino. Stéphane. Les inégalités de richesse sont de plus en plus au centre du débat sur la croissance, Marc. Et oui, le raisonnement est simple et en fait il est beaucoup plus cynique. Vous allez voir qu'il en a l'air. La croissance mondiale risque de rester faible pendant quelques années et finalement la meilleure solution pour la relancer serait de réduire les inégalités. Alors c'est devenu une thèse très à la mode aux États-Unis, même dans certaines écoles libérales. Et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'Obama fait campagne pour la hausse du SMIC. Il faut bien dire que les chiffres sur les écarts de richesse sont frappants, édifiants, hein, Marc. Alors moi j'en ai retenu un provenant du classement des fortunes mondiales par le magazine Forbes. Écoutez bien, les 66 personnes les plus riches de la planète ont la même richesse que les 3,5 milliards d'habitants les plus pauvres. 66 personnes, 3,5 milliards. On parle d'une moyenne de 20 milliards de dollars par personne pour le premier groupe, 486 dollars pour le second groupe. C'est tout de même d'une brutalité incroyable. Et jamais vu dans l'histoire sans doute, et un fossé qui se creuse de plus en plus. Absolument, c'est de pire en pire. Dans les mois qui viennent, d'ailleurs, on va beaucoup parler donc de réduction des inégalités, et cela ne viendra pas de ceux qui défendent habituellement ces thèses en prenant un nivellement par le bas, comme en France. Le Royaume-Uni et surtout les États-Unis vont être en pointe sur ce combat, alors pas du tout par idéologie, mais une fois de plus, par pragmatisme et par intérêt. Il est 8h12. Ok, c'était le point réalisé par Marc Fiorentino. Toujours vendeur sur mon Eurodoll, à la recherche d'un point sorti puisqu'il est 15h59. Voilà, je serai également présent ensemble à l'analyse technique vendredi et samedi. Donc là il y a Stéphane sur le Skype qui me disait qu'il sera là. Donc on se rencontrera là-bas également. Pour ceux qui seront présents, vendredi et samedi, n'hésitez pas à venir me voir si vous me croisez. Et ce sera intéressant, encore une fois, un événement entièrement gratuit avec beaucoup de professionnels qui seront présents, des conférences gratuites de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant ? Alors, ainsi, ce qui nous a rejoint, comment vas-tu? Ouais, le gold, la surprise, j'attends un pullback, si pullback, sinon tant pis. Si pullback il y a, sinon tant pis, disait ainsi soit-il. Non, pas pris, rien fait, bien joué, t'as assuré. Mais ainsi soit-il qu'il y a également un trader d'or comme Sosic. Je prends plus de risques, j'ai fait une bonne journée, je vais bientôt arrêter, disait Sosic. Bravo à toi, donc Sosic avait coupé à 1300. Ainsi, ce qu'il disait, là où j'ai assuré, c'est que je n'ai pas fait n'importe quoi, lol. À USD, je suis à 80 pips de gain sur une position que j'ai pris hier. Ok. Alors, pendant que je cherche mon point de sortie alors que les marchés sont atones sur le Forex, c'est assez impressionnant. On va écouter un point de vue du côté de chez Dukascopy. Il y avait monsieur Rinkevix qui donnait son point de vue sur les petits états. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais c'est du côté du Dukascopy. Toujours des interventions intéressantes. Dans la deuxième partie de l'interview de Dukascopy TV avec Edgar Rinkevich, le ministre des Affaires étrangères de la République de Lettonie va se concentrer sur l'attitude des plus petits pays envers une intégration plus profonde. Et nous allons parler également de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Suite à la crise de la dette souveraine au sein de l'Union européenne, plusieurs experts ont déclaré qu'il ne pourrait pas avoir une union commune monétaire sans une union commune fiscale. Et nous voyons que l'activité législative, comme la mise en œuvre de l'autorité bancaire européenne, nous mène vers une union fiscale plus intégrée. Pourriez-vous expliquer comment, d'après vous, les petits États allaient s'accommoder à une intégration plus profonde, compte tenu de ce qu'ils ont probablement un statut de minorité en Europe fédérale? Je crois qu'en 2008-2009, la Lettonie a survécu à une crise financière très sérieuse. La leçon que nous en avons tirée était que malheureusement, l'absence des mécanismes pour contrôler les banques et pour avoir une réglementation monétaire et fiscale plus prudente a influencé les situations ici
aussi bien qu'au sud de l'Union européenne, dans plusieurs pays. The absence of those, let's say, mechanisms have created a situation here, also of course in the southern part of European Union. Je ne vais pas les énumérer, tout le monde connaît de quel pays il s'agit. Mais nous avons vu également que l'Union européenne d'aujourd'hui, nous pouvons prendre l'exemple de la Lettonie, nous avons beaucoup de banques scandinaves dans le pays. Et dans les situations actuelles, quand vous avez des banques qui fonctionnent dans plus d'un pays, au sein de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, vous avez besoin des mécanismes de réglementation de l'Union européenne. De ce point de vue, nous soutenons toujours des mesures qu'on prend afin de créer une union bancaire, une union monétaire. Quant à l'union fiscale, je dois dire que ce sera beaucoup plus difficile, surtout quand il s'agit de deux problèmes. Le public est en général très sceptique, pour ne pas dire qu'il est contre ces deux mesures. Celle première est une plus grande responsabilité et une plus grande autorité à la Commission et à ce qu'on appelle la bureaucratie de Bruxelles pour contrôler les budgets des États-nations. Je crois que cette proposition, qui serait en ligne avec l'union fiscale, ne sera soutenue dans aucun pays de l'Union européenne. Nous avons tenu un débat ici et c'était tout à fait clair que les gens, les contribuables, veulent toujours avoir le contrôle de l'argent qu'ils paient actuellement au pays. Donc je pense qu'ici, nous devons suivre le chemin qu'on a pris. Nous mettons en œuvre plusieurs mécanismes créés par la Commission, par le Conseil. Nous obtenons des évaluations régulières de notre situation fiscale et économique. En fait, chaque pays de l'Union européenne l'obtient. En plus, nous avons des recommandations stratégiques, et nous discutons beaucoup ce qui pourrait être mis en œuvre et comment. Je pense que c'est une bonne voie, parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un de l'étranger dicte ce que le pays doit faire. La deuxième mesure est l'harmonisation fiscale. Vous savez, au cours de la crise de 2009, quand nous étions inclus dans le programme de renflement du FMI et de l'Union européenne, nous avons dû augmenter considérablement certaines taxes, par exemple la taxe à valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu des particuliers et d'autres taxes. Et nous avons vu que ces mesures ne s'appliquaient qu'en Lettonie. Nos voisins avaient des taux d'imposition un peu différents, en fait un peu plus bas. Et évidemment, nous étions très intéressés à voir plus d'harmonisation fiscale. Bien sûr, les pays qui allaient mieux que nous pour ce moment-là n'étaient pas du tout enthousiastes en cette matière. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils doivent harmoniser leur système fiscal si certains autres pays mettent en place des décisions fiscales et monétaires sévères. Donc, je crois que dans une certaine mesure, nous devons nous diriger progressivement vers l'harmonisation fiscale. Mais nous ne pouvons pas le faire du jour au lendemain. S'agit-il d'un grand pays ou d'un petit pays? Je ne vois pas de problèmes importants pour un petit État de l'Union européenne. Je crois que l'harmonisation fiscale aura un impact sur les grands et les petits pays du bloc. De ce point de vue, nous étions prêts à discuter tous ces problèmes, mais nous avons également averti les gens qu'un autre problème très important ici, c'est la question de la légitimité. Regardons les choses en face. Nous avons le Parlement européen qui a été élu par les gens, et puis nous avons des commissions, et puis nous avons une grande bureaucratie dans les commissions dont les membres ont été nommés. Et ces commissions n'ont pas de responsabilité directe devant les gens. Les parlements nationaux et les gouvernements nationaux ont cette responsabilité directe. Donc, de ce point de vue, je crois que seulement en prenant des mesures successives, nous pouvons atteindre plus de cohésion au sein de l'Union européenne. Mais évidemment, nous ne pourrons pas le faire en un an ou en 2 ans.
Vous avez dit que la Lettonie va exercer la présidence du Conseil européen l'année prochaine, du mois de janvier jusqu'à juin. Est-ce que les petits pays pourront profiter de cette possibilité pour faire avancer leurs intérêts et les porter à un ordre du jour plus large de l'Union européenne? Et est-ce que cette tactique a été efficace jusqu'à présent, compte tenu que, après la mise en œuvre du traité de Lisbonne, certaines influences de la présidence tournante a passé aux hauts représentants? Je crois que les exemples de la Lituanie, du Danemark et des autres pays qui ont exercé la présidence tournante de l'Union européenne sont de bons exemples qui montrent que les petits pays, eux aussi, peuvent faire avancer certaines questions et certaines priorités politiques à un ordre du jour plus large de l'Union européenne. Et en ce qui concerne nos projets, nous avons 3 priorités que nous voudrions voir à un ordre du jour plus large de l'Union européenne. En ce qui concerne celle première, je crois qu'il est temps qu'on prête plus d'attention à l'économie numérique, aux technologies de l'information, à la société de l'information au niveau européen. Nous sommes très différents. À de nombreux égards, les pays de cette région sont actuellement bien avancés en matière de l'utilisation de IT dans plusieurs domaines. Il y a un e-gouvernement, des e-services, mais nous comprenons également que nous avons besoin des standards européens plus uniformisés et plus larges. Quant à la deuxième priorité, l'Union européenne n'est pas évidemment isolée. L'Union européenne est un acteur à l'échelle mondiale et à l'échelle régionale. Et nous croyons que nous devons continuer à renforcer le rôle de l'Union européenne dans le monde. Pendant notre présidence, je ne peux pas le promettre, mais nous allons faire de notre mieux pour faire avancer l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne qui est en train d'être discuté. Je pense que nous allons travailler également sur des accords de libre-échange avec certains autres partenaires stratégiques importants, tels que l'Inde ou la Chine. Nous avons parlé d'un nouveau accord. On ne pourra pas encore le signer, mais on pourra entamer des négociations. Nous projetons également d'entamer les négociations sur cet accord avec la Russie. Il s'agira également des relations économiques entre l'Union européenne et la Russie, d'un dialogue stratégique plus large. Et à l'échelle régionale, nous voyons évidemment qu'il faut continuer le partenariat oriental qui a été lancé il y a 5 ans et qui concerne les pays post-soviétiques tels que l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie. Et ces pays, aussi bien que l'Union européenne, pourraient profiter de relations économiques plus étroites et des politiques de la libéralisation. Nous comprenons bien que pendant notre présidence, une des questions brûlantes sera l'Afghanistan et le dialogue entre l'Union européenne et les pays de l'Asie centrale. Et c'est ici que nous voyons notre contribution à la politique générale de l'Union européenne. Et enfin, toutes les présidences de l'Union européenne, depuis peut-être 2008, travaillent dur sur les questions de l'emploi et de la croissance économique. Et nous allons évidemment continuer ce travail. Nous devrons faire face aux préoccupations déjà existantes. Vous avez mentionné l'union bancaire et vous avez mentionné également les mesures qu'il faut prendre afin d'harmoniser plus les politiques fiscales des États membres, etc. Nous sommes prêts à poursuivre ce chemin. À l'échelle mondiale, il y a 2 problèmes. Des changements climatiques et de nouveaux accords qui concernent 2020-2030. Surtout le traité sur la réduction et l'élimination des émissions qui vont être discutés. Nous devrons coordonner les positions de l'Union européenne et aussi, en tant que la présidence de l'Union européenne, travailler avec d'autres acteurs au sein des Nations unies. Et en plus, nous allons élaborer le programme pour la période après 2015 qui concerne presque tous les coins du monde. Cela va être une de nos préoccupations principales et une des préoccupations principales du Luxembourg qui va prendre la présidence après la Lettonie. Pour conclure, je peux dire que vraiment le rôle de la présidence a changé dans une certaine mesure après les signatures du traité de Lisbonne. Mais ce rôle reste toujours important, aussi important que dans les années 90.
C'était Edgar Rinkevich, le ministre des Affaires étrangères de la République de Lettonie. Il a parlé de l'importance des plus petits États de l'Union européenne. Pour voir plus d'interviews exclusives et de gros titres, restez à l'écoute de Dukascopy TV. C'est le grand jour sur les marchés aujourd'hui car l'on a appris les données sur le budget britannique et le rapport sur le chômage, et tout cela étant le précurseur de la réunion de la Réserve fédérale très surveillée. À quoi pouvons-nous nous attendre de la première réunion de Janet Yellen en tant que présidente de la Fed? Nous allons y réfléchir avec Johnny Bo Jacobson de Nordea Markets qui va nous faire part de ses prévisions. Alors Johnny, que pouvons-nous voir à partir des orientations du marché? Je crois que ce n'est pas un grand secret que la Fed va commencer une autre phase du retrait après la réunion de ce soir. De toute évidence, cela est dicté par le fait que les salaires dans les secteurs non agricoles ont augmenté de plus de 175 000 en février. Croyez-vous que la réunion du FOMC sera en mesure d'aider les marchés ou bien c'est le contraire? Peut-on éviter des hauts et des bas que cela entraîne normalement au niveau des ventes et des rumeurs? Il n'existe pas de conséquences parfaites. Elles ne sont trouvables que dans des manuels économiques. Nous devons rester dans le cadre des règles d'échange justes. Je crois que ce genre de réunion fournit des informations précieuses sur les intentions réelles de l'administration de plusieurs banques centrales. Les banquiers ont mis des années pour apprendre comment informer les investisseurs sur leurs intentions. A priori, cela contribue à la réduction de la volatilité sur les marchés, même si des fois nous sommes menés en bateau par des rumeurs. Ce sera la première réunion présidée par Janet Yellen. Même si les surprises sont peu probables à partir des témoignages préliminaires, peut-on envisager le changement des orientations prospectives ? Je crois que oui, compte tenu de ce que le chômage est très proche du taux cible de la Réserve fédérale de 6,5%. La Fed est susceptible de substituer ses orientations par une approche plus qualitative. Tel est le sentiment général régnant sur les marchés. On n'envisage pas de grands mouvements sur les marchés aujourd'hui et pourtant on anticipe le changement des orientations prospectives. Il y a des risques d'une politique plus agressive, selon le ressenti général sur les marchés. On s'attend à une légère augmentation des taux et au renforcement graduel du dollar américain. La publication des nouvelles orientations prospectives rendra les choses plus claires par rapport à la vision générale des gouverneurs de la Fed concernant les perspectives de l'économie américaine jusqu'à la fin de 2016. Comment est-ce que cela va affecter le programme du retrait? Je crois que les projections de la Réserve fédérale viseront le renforcement graduel de l'économie américaine. Ils vont poursuivre leur programme en améliorant la conjoncture. La fin du retrait se dresse à l'horizon d'ici la fin de cette année. Je crois qu'ils vont souligner le fait que même en 2016, quand on est susceptible d'observer l'emploi complet, la Réserve fédérale va continuer à mener une politique très souple avec des taux réels proches de zéro. Cela conclut notre aperçu du développement envisagé des marchés. Hélène Stenson vous informera demain sur toutes les actus ainsi que la réaction des marchés. À très bientôt. Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV. Comme toujours, nous recevons aujourd'hui notre invité régulier Bruno Estier pour examiner le fonctionnement des marchés de point de vue technique. Bruno, ravi de vous accueillir de nouveau. Bonjour Monica. On a déjà entendu ça, je commence à préparer les trucs. Alors, on est très légèrement négatif, toujours à la recherche d'un point de sortie. Je regarde ce qui se passe, j'ai rechargé une légère position à la vente là, sur l'eurodoll, donc on va voir ce que ça donne ensuite. Non, bien sûr, le live, je me suis mis dans la musique, disant soit-il. Donc, il 6, j'ai quitté le live des 1.6.
Une fois, vous ne devez pas partir à 16h. Bah, alors, je vais bientôt partir. Mais voilà, priorité au trading. Je cherche mon point de sortie pour fermer toutes mes positions avant de quitter. Et là, ça devrait se trouver assez rapidement avec des vendeurs qui mettent la pression. Il est peut-être parti. Non, non, je suis là. Ça, on avait vu. Sous la douche, avec n'importe quoi. Parti jouer. Oh. Vraiment sur cette tendance. Ça, on avait vu. Joli Cédric. Je suis dans la même proportion de gain. J'ai un stop à 0,9210 pour assurer au moins 80 pips des sauciques. Bonjour Phil. Je vois pas pourquoi tu y vas, Fab. C'est déjà enregistré, ça fera doublon. Ouais, après je vais faire des interviews sur place. Mais de toute façon, moi j'aime bien ces événements. C'est aussi du relationnel. En fait, c'est super important, comme dans tout business, de rencontrer les gens en vrai, etc. C'est une autre. C'est vraiment autre chose que de voir et de connaître les gens en ligne. Et c'est des bons moments. Ça rend les choses plus concrètes. Voilà, en plus je pense que ce sera une belle soirée, donc moi je suis tout à fait satisfait d'y aller, et si en plus je peux ramener des images, tant mieux. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que, bon, il y a des gens qui s'intéressent à tout... Attends. Non, ça hésite. Ah, j'étais repassé positif. Il y a des gens qui s'intéressent à tous les médias, comme toi par exemple, Phil, tu vois. Donc toi, je prends mon bénéf sur Eurodoll, comme ça je coupe, et je passe à autre chose, voilà. Terminer ma journée, donc légèrement positif, je suis à peine à 0,1% de profit sur la journée, ouais, je suis à 0,07%, mais bon, soit, il y a des gens plus calmes que d'autres. Il y a des gens qui vont suivre que vidéo bourse, tu vois, et du coup, combien même les vidéos soient diffusées par IG, du côté d'IG, en fait, quand moi je les diffuser sur vidéo bourse, ça va être un peu plus central, parce qu'il y a des gens qui vont suivre vidéo bourse, qui vont être clients chez FXM, il y a des gens qui vont suivre vidéo bourse, qui vont être clients chez Active Trades, il y a des gens qui vont suivre les vidéos qui sont clients chez JFD Brokers. Bon, là c'est un gros événement, donc après on en entend quand même assez parler à droite à gauche, mais voilà, ça va leur permettre peut-être de découvrir les événements proposés et réalisés par IG de manière plus efficace que si simplement IG diffusait les vidéos de l'événement sur leur chaîne YouTube. Donc ça c'est un avantage aussi pour IG de faire appel à moi, de toucher un public plus large en fait. Entre autres, tu vois, ils vont aussi faire des pubs sur BFM, je suppose qu'il y aura BFM là-bas, etc. Donc c'est un ensemble de trucs. Certes, si c'est déjà filmé, c'est pas super utile, mais quoi qu'il en soit, voilà, dans l'ensemble, ça sert les intérêts de un peu tout le monde. Donc voilà un peu l'idée, Phil. Ça on avait vu pour Fabien, et ainsi Cédric qui mettait un lien. Jacques Brel, ne me quitte pas, ok. Donc ça c'était marrant. Je croyais que tu étais parti à l'arrache sans prévenir. Non, non. Mais là je me barre parce qu'il est déjà 20, donc il faut absolument que j'aille. Ciao, bonne soirée à tous, merci pour votre suivi. Semaine donc écourtée, demain séance et session de trading complète, vendredi pas du tout de session de trading. Peut-être je prends des toutes petites positions via mon téléphone, mais ce sera vraiment des positions de 0,5 lots et pas plus. Donc en suivant des impulsions, des choses comme ça, quand je serai au salon. Mais quoi qu'il en soit, il n'y aura pas bien sûr d'émission puisque je serai en train de filmer et de réaliser des interviews au salon de l'analyse technique. Peut-être que je rencontrerai certains d'entre vous. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du salon. Donc je vous laisse le lien vers le site de la soirée d'IG. Je pense qu'il y a encore des places, vous pouvez peut-être vous renseigner. Et je vous laisse également le lien vers le site du salon du trading. Alors par rapport à Vidéobourse, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous retrouver bien sûr directement sur videobourse.fr, mais également sur les divers réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube. Vous avez tous les liens en haut à gauche au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Si vous voulez discuter avec d'autres traders, eh bien, le forum est un lieu d'échange intéressant avec des sujets qui sont assez largement débattus, souvent argumentés. Hein. C'est vraiment une autre dimension, le chat et le forum. Donc je vous invite à le consulter. Il y a plus de 4500 membres inscrits, des dizaines de messages échangés chaque jour. Si vous voulez vous former gratuitement, eh bien, je propose plus d'une centaine de fiches de formation gratuites alliant vidéo, texte écrit et quiz corrigé. Donc vous pouvez bénéficier dans la partie formation. Et chaque jour, plusieurs fois par jour, souvent 2 fois par jour, parfois une quand j'ai pas le temps, je mets à jour et je partage l'ensemble des vidéos relatives à la finance et au trading disponibles sur YouTube. Donc ça, vous consultez dans la partie vidéo, c'est classé par catégorie. Bonne soirée à tous, bon trade, à demain pour une nouvelle session de trading à 14 h.